Merci à tous d'être venus. Nous allons commencer par la projection d'un petit film. Les mots de la mode. Les Anglais disent chic, décolleté, à la mode, prêt-à-porter, dernier cri. Les Français, eux, ont adopté pyjama, jersey, legging, smoking ou tweed. La langue évolue, joue et emprunte. Dans ces mouvements d'échange croisés, il nous échappe parfois, allez savoir pourquoi, des mots comme backstage, lifestyle, it girl ou slim, là où rien ne nous interdit de dire coulisses, style de vie, icône de la mode ou étroit. Mais comment faire pour les innovations technologiques qui ne sont pas désignées en français? La mission des experts de la Commission d'enrichissement de la langue française consiste à les définir et à leur trouver la traduction appropriée. C'est grâce à ces sages que nous pouvons désormais dire co-griffage et non co-branding, planche de tendance plutôt que mood board, ou encore vue achetée pour see now buy now, tout aussi efficace et plus rapide. La langue française est vivante et elle aussi suit la mode. Retrouvez plus de 9000 termes publiés au journal officiel dans France Termes. Merci beaucoup à la délégation générale à la langue française et aux langues de France pour ce petit film. Madame l'académicienne, monsieur le délégué général à la langue française et aux langues de France, messieurs les présidents et chers amis, merci d'être venus si nombreux pour cette conférence sur Dire la mode en français que nous allons ouvrir dans quelques instants. Je tiens à remercier vivement donc à nouveau la délégation générale à la langue française et aux langues de France, en la personne de Paul de Sinetti, ici présent. Le défi qui finance cette conférence, la Fédération de la haute couture et de la mode, Pascal Morand, que nous attendons qui ne saurait tarder, la Fédération française du prêt-à-porter féminin, qui est représentée par son président d'honneur Pierre-François Lelouet, ainsi que Culture de mode, dont malheureusement la présidente Sophie Kurjan est souffrante et n'a pas pu être parmi nous. Il s'agit de notre deuxième conférence sur le sujet, puisque nous avions organisé en 2021, une première conférence au ministère de la Culture, où nous avions eu de très riches échanges que vous pouvez réécouter dans un audio à la demande qui est disponible sur les sites de nos fédérations et du ministère de la Culture. Et nous aurons le plaisir d'accueillir, après quelques propos liminaires, des spécialistes et des non-spécialistes, en tout cas des praticiens du vocabulaire de la mode, mais l'ouverture de cette conférence revient de droit à l'Académie française en la personne de Florence Delay, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'assister à nos débats. Donc, madame, nous sommes nombreux à vous connaître et à vous admirer dans cette assistance, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui ne vous admirent pas encore, il y en a, je livre quelques éléments biographiques. Agrégé d'espagnol, vous vous êtes orienté vers la littérature générale et comparée que vous avez enseignée à l'université de la Sorbonne Nouvelle. Vous êtes l'auteur de nombreux romans, de pièces de théâtre et d'essais, dont Haute Couture, paru en 2018 aux éditions Gallimard. Dans cet ouvrage, qui nous intéresse ici tout particulièrement, vous parcourez au travers d'une quinzaine de tableaux la vie de sainte, parfois oubliée, par le peintre du siècle d'or espagnol, Francisco de Zurbarán, dans des toilettes riches et mondaines, à milieu de leurs conditions de sainte et de martyr, et où vous tracez des correspondances avec le couturier Cristobal Balenciaga. Vous avez obtenu le prix féminin en 1983, le Grand Prix du roman de la ville de Paris en 1999, le prix de l'essai de l'Académie française la même année. Vous êtes élu en 2000 à l'Académie française, au 10e fauteuil, celui de Jean Guiton, mais aussi avant lui du duc de Bassano ou d'Alfred de Musset, et dont vous êtes la 18e titulaire. Vous avez été membre de très nombreux jurys et comités de lecture, et en particulier du comité de lecture de la Comédie Française, qui est chargé de l'enrichissement de son répertoire. Donc, madame, je vous cède la parole. Alors, d'abord, merci, remerciements à François-Marie Gros, à Étienne Quillot, à Paul Sinetti, qui m'ont invité parmi vous. Non point parce que je dis la mode, mais parce que j'ai tenté dans un livre de l'écrire.
Et je me suis aperçue que c'était très difficile. Donc, dire la mode en français, je pense que cette petite brochure va nous aider, je l'espère. Je fais des compliments à cette brochure, mais je l'ai vue trop vite parce que je l'ai reçue qu'avant-hier. J'ai trouvé très habile de traduire tote bag par sac fourre-tout. C'est surtout aux femmes que je m'adresse. D'ailleurs, vous êtes beaucoup plus nombreuses que nous à l'Académie. Hein. Ça, je peux vous dire. En revanche, j'ai un petit doute sur, pour opposer le magasin connecté, le magasin physique. Mais je ne sais pas si vous avez une autre idée. Le magasin physique, pensez au BHV comme un magasin physique, ou à la Samaritaine, c'est un... Bon, mais j'ai rien trouvé. Donc, si une idée jaillit, peut-être qu'il y a un mot ou quelques mots qu'on peut changer. Alors, j'ai donc été invitée parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Haute couture. Alors, haute couture est une expression magnifique. Et ce n'est que depuis le début du siècle que nous assistons à la victoire de la basse couture. Bon. Donc je laisserai la basse couture pour la fin de mon petit entretien et je commencerai par la haute. Alors, tout est parti de mon émerveillement d'un peintre espagnol qui s'appelle Zurbarán et qui était, ce n'est pas étonnant, fils d'un marchand drapier et qui, donc, dans son enfance pauvre, a découvert les tissus. C'est un des grands peintres du siècle d'or, à côté de Velázquez, de Ribera. Mais ce qui est très étonnant, c'est que sa vie s'est coupée en deux. Il a été le peintre des couvents, le peintre des monastères, le peintre des moines. Et ses plus beaux tableaux sont des tableaux d'uniforme, c'est-à-dire les habits religieux. Le blanc habille des frères de la Merci. Les frères de la Merci, en Espagne, rachetaient les captifs aux barbares musulmans à l'époque qui enlevaient les religieux. Le blanc des mercédaires, le blanc des dominicains, la bure des franciscains. Il a été le peintre le grand peintre du blanc et du brun des franciscains. Et lorsqu'il s'agit des femmes, arrive la couleur. Mais un déploiement de couleurs extraordinaire, et les femmes, non point les moniales, mais les saintes, sont revêtues de robes extraordinairement belles, extrêmement sophistiquées, pas une ne ressemble à l'autre, et ce traitement si clair entre l'uniforme des hommes et l'élégance des saintes m'a beaucoup frappé quand j'ai découvert à Séville les tableaux de Zurbarán. Alors, cette surprise va être redoublée, mais je me permets de vous lire le premier paragraphe de ce livre, écrit par paragraphe d'ailleurs. De jeunes saintes présentent à Séville un défilé de haute couture, belles comme des Andalouses,
yeux noirs, cheveux noirs. Elle propose des robes longues, avec ou sans cape, divers modèles de pourpoint, casaquins, camisoles et basquines, seconde jupe que l'on porte sur les premières. La coupe des vêtements, l'élégance des taffetas, des soies brochées d'or et d'argent, l'audacieux choc des couleurs, violet sous jaune, lilas sur vert, carmin et citron réunis, le raffinement des détails, dalmatique brodée de fleurs, châle agrafé par un bijou sur l'épaule, collerette plissée, manches bouillonnantes, ceinture bouffante, ruban qui s'envole des chevelures, galon qui court au bas des jupes, tout concourt à l'illusion d'une présentation de haute couture au siècle d'or. Ça m'a coûté un immense travail. Je dois vous dire que la moitié des mots que j'emploie m'étaient étrangers, que j'ai cherchés dans les dictionnaires. J'aurais bien aimé avoir l'une d'entre vous pour m'aider à décrire ces robes qui sont magnifiques. Je vais vous... Le livre est donc composé par des portraits de saintes qui commencent par la description de leur robe. Vous ne pouvez en voir qu'une sainte à Paris, ici, au Louvre, Sainte Apolline. Je vous conseille d'aller la voir. Elle est toute petite, mais elle mérite le détour. Pour vous expliquer le problème de la description des vêtements, je ne sais pas si vous avez à le faire, vous, mais il me semble que oui. Quand on voit un défilé de mode, on est sans doute entraîné à... Alors, je vais juste vous donner deux exemples de description de robes. Sainte Casilda, Casilda de Tolède, qui était la fille d'un émir qui s'est converti contre son père, évidemment. Casilda, c'est très proche d'un mot espagnol, casida, qui signifie poésie. Elle penche vers nous un visage grave et tendre, mais on s'enfouit d'abord dans les plis de sa robe de soie corail, bordée d'un galon doré, alourdie de brocart et brocatelle, aux motifs d'artichaut, d'orle, de pommes de pin, couleur cendre et cannelle. Elle la soulève du bout des doigts comme si c'était chose légère. Le fourreau dessous, dont une manche, du coude au poignet, dépasse de la haute manche serrée par un bijou, est rouge. Il effleure en bas un mocassin noir. Au dos de la robe est greffé un grand nœud de taffetas gris bouffant qui tombe jusqu'à terre. Une abondante chevelure noire la couvre jusqu'à la taille, si abondante qu'un ruban rouge et un collier de perles en retiennent une partie. Sa bouche est toute petite, la lèvre supérieure avance légèrement comme pour être saisie et embrassée, mais nous n'osons pas. La plus grande difficulté, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, c'est une sorte d'écharpe avec un bijou dessous. Et alors, finalement j'ai trouvé le mot étole, ce qui m'a étonné, parce que l'étole, c'est la parure des prêtres lors du temps ordinaire qu'ils mettent pour célébrer la messe, mais ça veut aussi dire ça. Mais c'est pas complètement satisfaisant. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Évidemment, si on l'avait projeté, vous auriez vu. Voilà la faiblesse de l'écriture. Je donne un autre exemple, et dernier. Élisabeth de Portugal, c'était la fille du roi Pierre d'Aragon qui fut donné au XIIIe siècle,
en mariage à un roi de Portugal qui était un coureur invétéré. Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. Et donc, alors, elle est... son visage un peu plus âgé que celui de Casilda. Nous ne lui rendons pas tout de suite son regard, ébloui par la courte robe à basque en taffetas vert qu'elle porte sur une volumineuse jupe couleur châtaigne. Vous voyez ? Au dos, partant des épaules, une envolée plus ample qu'au dos de Casilda, en soie couleur potiron, accompagne robe et jupe jusqu'à terre. Ses yeux sont noirs, ses cheveux noirs, tenus par des barrettes. Il n'y a pas une blonde chez les saintes de Pan par Soubaran. Une blonde aux yeux bleus, il n'y a pas. Une petite couronne, etc., les bijoux. Sur le haut du taffetas vert, une chaîne reprend la manche bouffante et tout. Évidemment, je reprends les mêmes mots. Je n'ai pas un éventail lexical à ma disposition. Et puis est arrivée une exposition des saintes à Séville, qui a eu beaucoup de succès en 2013, au printemps. Et là a été le déclencheur pour moi. Je n'y étais pas, hein, j'ai vu le livre. Il y a eu un livre, et ça, si j'avais pensé à temps, je vous l'aurais dit, qui s'appelait, enfin, peu importe, Sainte de Soubaran, etc. Et il y avait un article qui s'appelait Francisco de Zurbarán y Cristóbal Balenciaga, Vestuario para glorias del cielo y celebridades de la tierra. Vestiaire pour les gloires du ciel et les célébrités de la terre. Alors, je me suis permis de projeter quelques correspondances que j'ai trouvées tout simplement sur la toile entre Zurbarán et Balenciaga. Ce ne sont pas les exemples que vous citez dans votre ouvrage, mais ce sont d'autres. Chapeau. Alors, je trouve ce titre magnifique, Vestiaire pour gloire du ciel et célébrité de la terre. Et je vois apparaître, donc, à côté du nom de Zurbarán, celui de Balenciaga et mon cœur bat. Pourquoi mon cœur bat-il ? Il bat parce... Alors j'entre dans mon histoire de famille. Mon père était fils unique et son père, qui était un riche bourgeois bayonnais, chirurgien, avait coutume d'offrir à sa bru, ma mère, une toilette par an. Mes parents, au début de leur vie, étaient pauvres. Mon père faisait ses études de médecine, il était interne, il commençait à avoir de la clientèle, mais pas ça. Et mon grand-père paternel offrait donc une toilette à ma mère. Ce grand-père vivait à Bayonne et maman a entendu parler à Bayonne d'un jeune couturier qui venait d'ouvrir une maison à Saint-Sébastien et qui était très doué. Alors elle est allée à Saint-Sébastien et a connu le jeune Balenciaga. Sa première maison, Balenciaga était le fils d'un marin-pêcheur et d'une couturière. Son père est mort en mer quand il était très jeune et il est devenu l'assistant de sa mère couturière. Et il était tellement doué qu'une marquise de Saint-Sébastien, alors qu'il avait 13 ans, lui a demandé de copier une de ses robes. Et il l'a copiée immédiatement, de façon extraordinaire. Et donc, ce jeune homme a ouvert une maison de couture et
ma mère est donc allée choisir sa toilette là-bas. C'était bien avant, c'était avant la guerre d'Espagne et avant que Balenciaga ne s'installe à Paris. Évidemment, les prix, à ce moment-là, n'étaient plus du tout les mêmes que dans sa jeunesse à Saint-Sébastien. Et alors, j'ai été émue et je suis allée vérifier un peu tout ça à Guetaria. Guetaria est un petit village du Pays Basque Sud où est né Balenciaga, et il y a un Museo a Balenciaga. Et c'est là que j'ai vu comparer des robes de Balenciaga avec des mouvements de robes de Sobaran. Et c'est ça. Et alors, oui, c'est là où j'ai vu une comparaison entre un grand jeté rose au dos de la robe de Sainte Émérancienne avec une robe du soir en soie rose d'une collection d'hiver de Balenciaga. J'ai vu plusieurs comparaisons et c'était vraiment fascinant. Alors, Balenciaga, vous savez, bien sûr, pour moi, c'est, pour tout le monde, c'est peut-être le plus grand couturier du XXe siècle. Christian Dior l'appelait notre maître à tous. Et il disait « La haute couture est un grand orchestre que seul Balenciaga sait diriger. Tous les autres créateurs que nous sommes suivons simplement ses indications. » Chapeau. Hubert de Givenchy voyait en lui l'architecte de la haute couture. Il disait « Balenciaga était ma religion. Depuis que je suis croyant, pour moi, il y a Balenciaga et le Seigneur. » Et enfin, Coco Chanel, son ami, le jugeait seul véritable couturier parce qu'il était capable de dessiner, couper, monter et coudre une robe du début jusqu'à la fin. Chanel, c'est le domaine de ma sœur. Ma sœur a été la dernière amie de Chanel et a écrit un très beau livre sur elle qui s'appelle Chanel solitaire. Peut-être une autre fois, vous pouvez l'inviter. Alors, je vais finir sur ma découverte de la basse couture, que j'appelle ainsi parce que je suis un peu indignée. Je n'en peux plus des jeans troués. Sauf que, pour me calmer, je me suis mis à essayer de les décrire, de décrire les trous. Mais je n'ai pas le vocabulaire. Donc, je me suis demandé si vous ne pouviez pas, dans le cadre de vente, faire un défilé de trous. C'est-à-dire pour qu'on voit l'imagination qui préside à ces trous, à ces déchirures, à ces effilochages. Bref, je suis un peu obsédée. Et je me suis dit que finalement, le déchiré, le froissé, le négligé, l'informe, le non fini, tout ça était entré dans la basse couture. Il y a eu un moment historique, c'est le styliste britannique John Galliano, chez Dior, qui en 2002 a fait un défilé haute couture style clochard. C'est hallucinant. On se demande comment ça peut exister. Et ensuite, avant, le style grunge. Alors ça, je ne sais pas comment vous le traduisez. C'est sale. Grungy, c'est un peu le style crado.
proche du punk rock, avec cette étoile Kurt Cobain qui lança le style grunge et qui s'est suicidé à 27 ans, d'où Laura, etc., etc. Et alors là, cheveux sales, jeans troués, basket énorme, perfecto, et c'est notre muse. C'est la muse des rues. Alors, tout ça est passionnant et je me réjouis d'en apprendre davantage avec vous. Voilà. Merci beaucoup, madame. Donc, nous ne sommes pas encore penchés sur le lexique des trous, mais je vais passer tout de suite la parole à Paul de Cinetti, qui est délégué général à la langue française et à la langue de France, et qui va vous présenter les derniers progrès que le dispositif d'enrichissement de la langue française a fait, notamment sur le vocabulaire de la mode. Donc, Paul, je te passe la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas non plus, je vais pas prendre la parole trop longtemps, parce que ces progrès, vous pouvez les constater dans ces petits ouvrages qui sont diffusés. Vous pouvez aussi trouver les nouveaux termes, les recommandations qui sont faites par le dispositif d'enrichissement de la langue française sur le site France Termes, tel que cela a été présenté dans le petit film qui a été diffusé avant la brillante, touchante, émouvante, magnifique intervention de Florence Delay. Le rappeler, évidemment, comme ça a été déjà évoqué, que le dispositif d'enrichissement de la langue française, c'est un travail assez considérable qui est coordonné par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, le ministère de la Culture, mais qui va bien au-delà d'une équipe assez réduite au sein du ministère de la Culture, puisqu'on s'appuie sur plus de 400 bénévoles dans des groupes de travail thématiques très, très divers, qui vont du secteur de l'automobile jusqu'au secteur de la mode. Et bien sûr, merci beaucoup François-Marie d'animer pour ce sujet de la mode si brillamment ce groupe thématique. Ceci afin d'exprimer les réalités du monde contemporain. L'objectif de ces travaux, c'était évidemment pas, mais on y reviendra dans le débat avec Pascal Morand, c'était évidemment pas de s'opposer aux langues étrangères. Et comme cela a été dit, toute langue emprunte aux autres. Il n'y a pas de langue pure. Les langues connaissent un travail de métissage, d'emprunt et de don aussi. Ça va dans les deux sens. Mais l'objectif, donc il ne s'agit pas de dire d'être ni gendarme de la langue, ni la police de la langue, ni d'empêcher les habitants de notre pays, d'ailleurs ce serait bien dérisoire, d'employer la langue qu'ils veulent employer. Non, l'objectif de ces travaux, c'est bien de proposer des équivalents en français pour que tout le monde puisse comprendre la même chose. Que les professionnels parlent dans la langue qu'ils souhaitent, et on n'est pas là pour les en empêcher, pas du tout. Mais en revanche, de pouvoir proposer en français les termes, c'est de faire peut-être attention, au-delà des cercles professionnels, à l'ensemble de nos concitoyens. Il y a ce vocabulaire si riche dans notre langue, qui a d'ailleurs beaucoup emprunt, comme vous le savez, à l'italien, dans le vocabulaire de la mode, ce vocabulaire courant considérable, mais il y a aussi ces nouveaux termes qui apparaissent, principalement venus du monde anglo-saxon, que l'industrie et le commerce de la mode et de l'habillement donc, empruntent de plus en plus outre-Atlantique ou outre-Manche. Les experts du dispositif sont ainsi à l'affût des innovations. On entre un peu plus dans le travail concret de ce dispositif d'enrichissement.
ces experts, ces bénévoles, ces professionnels qui se mettent au service de la langue française et de son enrichissement, veillent quant aux nouveaux termes qui arrivent, à l'affût donc également des évolutions du commerce physique, de la vente en ligne. Pardon, on n'est plus vraiment dans la haute couture, chère Florence, de la publicité, de l'influence des nouvelles technologies et des perspectives de la mode durable. Donc la contribution des experts, elle est très très concrète. Pas loin d'une centaine de termes ont déjà été recommandés et sont regroupés dans la 3e édition du recueil La mode en français, qui vous est présenté ce soir et qui est édité grâce à l'action conjointe du ministère de la Culture, de la DGLFLF, de la Fédération française du prêt-à-porter féminin et de la Fédération de la haute couture et de la mode. Je salue leurs éminents représentants et je me réjouis parce que depuis 5 ans que je suis délégué général à la langue française et aux langues de France, c'est une histoire de relations professionnelles très riche, très intense, mais c'est aussi l'histoire d'une belle amitié. Je vous remercie. Merci Paul. J'appelle les membres du panel à rejoindre la tribune. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir pour cette conversation alors Saveria Mandela, qui est doctorante à l'école des hautes études en sciences sociales. Si tu veux bien, Saveria. Iman Aguissi, couturier. Mélodie Thomas, qui est journaliste. À Marie-Claire. Pascal Morand, qui est président exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode, et Pierre-François Delouet, qui dirige l'agence Nelly Rodi. Merci. Donc, lors de notre première conférence en 2021, nous nous étions posé 2 grandes questions. Le français est-il la langue de la mode et faut-il dire la mode en français? Nous avions largement répondu à la première question avec des avis nuancés et parfois divergents, mais nous n'avions pas pu traiter à fond, faute de temps, la deuxième question, faut-il dire la mode en français? Et je vous propose donc de reprendre nos débats sur ce point. Reprenons tout d'abord, si vous le voulez bien, le constat. Le français est aujourd'hui largement concurrencé par l'anglais dans tous les domaines, et celui de la mode, bien sûr, n'y fait pas exception. Alors certes, personne ne conteste la légitimité des mots d'origine anglaise installés dans le vocabulaire, comme dressing, jean, pyjama ou smoking. Cependant, dans un certain nombre de cas de plus en plus nombreux, comme nous le rappelions lors de notre dernière conférence, on a affaire à des emprunts injustifiés. Par exemple, lorsqu'on utilise un mot ou une expression étranger pour lesquels la langue française possède déjà un équivalent, comme fashion addict alors qu'il existe modeuse, fashion pour mode, slim pour étroit, beachwear pour mode balnéaire ou look pour allure. Les exemples peuvent être nombreux. En théorie, l'emprunt est censé combler une lacune lexicale dans la langue d'accueil, mais il est évident qu'aujourd'hui, ce n'est plus souvent le cas et que des anglicismes vont au-delà de cette conception. Alors, quelle en est la cause? Peut-on émettre l'hypothèse que ces mots, insipides dans leur langue d'origine, en l'occurrence l'anglais, deviennent valorisants quand ils sont utilisés en français et acquièrent un air de raffinement et des valeurs connotatives dont manquent les mots analogues du français? Vaste question. Donc Mélodie, je me tourne vers vous. Vous êtes journaliste à Marie-Claire, diplômée en sciences de l'information et en communication. Vous avez collaboré avec l'Officiel Paris, Citizen K, Jalouse, Glamour, Les Inrocks, ainsi que pour de nombreuses revues indépendantes. Et vous enseignez également à l'Institut français de la mode et à la Parsons Paris. Que pensez-vous de cela? Êtes-vous confronté d'ailleurs à cette question lorsque vous rédigez vos articles? Alors effectivement, c'est une question qui me touche particulièrement. Donc voilà, moi je suis chef de rubrique mode sur le digital du Marie-Claire. Donc je suis amenée à écrire énormément d'articles et notamment à couvrir aussi des scènes qui ne sont pas forcément des scènes françaises, également des scènes internationales. Donc se pose la question du langage à utiliser, aussi parce que Marie-Claire reste un magazine, et là je vais utiliser un terme anglais, mainstream ou grand public. Donc moi, mon objectif, c'est d'utiliser des termes qui soient compris le plus facilement possible par le lectorat que je touche. Et puis après, je pense qu'on a tous aussi nos petits
nos petits tics de langage. Et c'est vrai que c'est très très difficile. Moi, je sais que j'aime beaucoup la langue française. J'essaye au maximum d'utiliser des termes en français. En tant que chef de rubrique, je reçois aussi énormément d'articles de pigistes qui parfois vont opter pour des facilités anglo-saxonnes. Parce que je pense qu'il y a aussi ce problème dans la mode où on se connaît tous un peu plus ou moins les uns les autres, on travaille tous dans le même milieu, donc on va utiliser des termes qui nous semblent très communs, mais je pense que pour certains, ils sont assez restrictifs, puisque quelqu'un qui fait partie du grand public, moi j'ai toujours ma mère un peu en référente qui ne connaît rien à la mode, et je me dis, est-ce que si ma mère lit cette phrase, est-ce qu'elle va comprendre ce qui est raconté? Et je pense que les termes en langue anglo-saxonne peuvent être parfois un petit peu excluants pour un grand public, ou en tout cas parfois pour des gens qui ont juste envie des fois de savoir ce qu'ils ont envie de porter dans les prochaines tendances. Mais si je commence à utiliser trop de termes anglophones, en fait ils vont se dire c'est pas pour moi, je me sens pas concernée par la conversation. Donc je pense que c'est très important en tant que média de faire attention à ça, de pas se laisser aller aussi à des facilités de langage qui nous semblent évidentes mais ne le seront pas forcément pour le public. Et moi, il y a aussi quelques termes, même si c'est des traductions françaises. Tout à l'heure, vous avez utilisé le terme de modeuse. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me stresse énormément comme terme. Mais c'est peut-être aussi plus parce qu'on utilise modeuse ou fashion addict, etc. Dans tous les cas, ça évoque chez moi quelque chose d'un petit peu crispant. Et donc, je me suis rendu compte que le terme que j'utilisais énormément, par exemple, c'était aficionado. Très bizarrement, je vais plutôt passer à l'espagnol ou italien. Merci. Alors, je me tourne vers Saveria. Saveria, tu mènes actuellement une thèse de doctorat sur le langage de la mode au Centre de recherche sur les arts et le langage de l'École des hautes études en sciences sociales. Et dans ce cadre, je crois savoir que tu as lu l'intégralité des Vogue éditions françaises depuis qu'il existe, c'est-à-dire 1920. Est-ce que tu as noté un progrès et des évolutions des anglicismes ? Oui, alors, il y en a toujours eu. Vous m'entendez? C'est bon comme ça? Ouais, comme ça? Ok. Il y a toujours eu des anglicismes dans le Vogue. Encore plus après la guerre. Le L est créé en 1945 après la guerre. Le Vogue France, qui n'était pas encore le Vogue Paris tout à fait, réapparaît aussi parce qu'il a été interdit pendant la Seconde Guerre mondiale du fait de directives de Goebbels qui en fait voulait faire du Vogue, qui était un emblème culturel français, un emblème culturel allemand, et donc le Vogue Berlin apparaît. Donc à la fin de la guerre, au retour des élites médiatiques en France, qui ont pour la plupart été vivre à New York pendant la guerre, on a par exemple les équipes du Vogue qui reviennent, et Hélène Lazareff, Gordon Lazareff, qui va créer le L après avoir travaillé pendant toute la guerre au Harper's Bazaar américain. Donc, il y a à la fois beaucoup plus de patriotisme dans les textes et en même temps encore plus d'emprunt à l'anglais dans les articles. C'est conjoint, mais il y a toujours eu dans la presse française des emprunts à l'anglais, tout comme dans la mode, il y a toujours eu des emprunts. Le vocabulaire technique de la jupe au gilet sont des termes d'origine arabe. Est-ce que ça s'accélère dans la période récente Oui. Disons les 10 dernières années. Oui, ça s'accélère. Alors, comme le disait Mélodie, un petit peu par facilité, parce que parfois, il faut que... Il y a des termes qu'on ne prend pas le temps, excepté pendant les commissions au ministère de la Culture, mais qu'on ne prend pas le temps de traduire, comme gender fluide. C'est vrai que les spécialistes de mode se sont dit mode gender fluide, ce sera peut-être plus attirant, aussi parce que peut-être moins bien compris, il ne faut pas négliger cet aspect-là, que de parler tout le temps de mode non genré, qui quand même, ne serait-ce que par l'insertion du terme négatif dans la phrase, paraît plus connoté. Donc, ça s'accélère, mais dans les textes de presse anglophones, on va aussi retrouver énormément d'expressions françaises, et surtout pour typique du français, pour ce qu'on peut pas trop expliquer.
il va y avoir des je ne sais quoi dans les articles en anglais ou des déjà vus. Tous ces termes-là, en fait, qui sont très proches de la dimension poétique de la langue française, vont être empruntés par l'anglais et absolument pas traduits. Nous, en français, on va plutôt prendre... on est lent sur de la technique, sur du concept technique, on met plus de temps. Donc, en attendant, la plupart du temps, c'est de l'anglais. Et bon, dans la langue, c'est comme ça. Si on attend trop, ça reste. Merci. Alors, Iman, vous êtes danseur, mannequin et écrivain, mais surtout, vous réunissez la double qualité d'avoir la nationalité camerounaise, si je ne me trompe pas, et de figurer en tant que couturier au calendrier officiel de la haute couture parisienne. Donc la question de la langue intervient-elle dans votre activité de couturier, dans votre manière de penser vos collections, dans votre manière de vous adresser à vos clientes? Bonsoir. Bien sûr, oui, j'adore la langue française. Il faut savoir que dans les pays étrangers en Afrique, ça arrive qu'on va à l'école ou pas, on apprend à parler français à la maison ou dans les rues. Et là, on va voir que l'importance de la richesse d'une langue et la manière que les gens vont le parler ou vont s'échanger localement, les mots, les significations ou la manière qu'on va contourner certaines phrases. Ça va devenir quelque chose de très différent ou la manière qu'on parle français en France. Ce n'est pas forcément qu'on va parler au Cameroun ou au Sénégal. Il y a les mots qui changent. Les significations de certaines phrases. Donc moi, dans ma manière de voir les choses, j'adore la langue française. Donc quand je crée, j'ai besoin de parler avec mes clientes. Donc je les parle des tissus qui viennent d'Afrique, certaines finitions, certaines formes. Que parfois on ne trouve pas les mots dans la langue française. Et là, je veux peut-être introduire certains mots dans ma langue natale. Et ça devient même un tout petit peu rigolo ou parfois impressionnant. La personne que j'ai en face va trouver ça drôle. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Par exemple, mangas. Mangas, ça veut dire l'équivalent du jupon crinoline ou alors le jupon en tulle. Et dans ma langue béti, ça veut dire mangas. Et la génération de ma mère ou de mes grands-parents, ça se disait beaucoup mangas. Et c'est aussi, ça vient de la mode occidentale, de la mode française. Donc, je peux prendre un autre exemple pour dire une belle robe. Moi, je veux le dire dans ma manière aussi. Je peux dire une belle robe du soir qui tombe au sol. Moi, je veux par exemple dire une belle robe du soir qui embrasse le sol, parce que je trouve ça joli. Pour revenir à ce que madame disait tout à l'heure, par rapport à la mode, je ne sais plus l'expression que madame a utilisée tout à l'heure. La basse couture, moi, je dirais la grande couture. Moi, j'adore dire ça parce que je trouve que c'est très beau, c'est la grande couture, à l'équivalent de la haute couture. Donc, la langue française, c'est poétique. Il y a des jolis mots, les mots évocatifs. Que si on vient du côté du monde, le matériel, le tissu, on va voir la dentelle de Calais, du gazard. Il y en a plusieurs mots comme ça qui sont même jolis à écouter. Je crois que c'est très beau et c'est très poétique. Merci. Donc là, on a bien mis en évidence la poésie de la langue française. Mais je voudrais revenir aux anglicismes et citer le point de vue du rédacteur en chef de l'Express, Michel Feltin-Palas, qui dit « Le phénomène majeur, me semble-t-il, relève de la domination culturelle. Avec Hollywood, les séries télé et la musique pop, écrit-il, les Américains ont depuis des décennies pris le pouvoir sur bien des esprits européens et singulièrement français. Cela se traduit par une hégémonie linguistique qui conduit certains de nos compatriotes à verser dans l'autodénigrement et par principe à juger ringard le lexique francophone. Une honte de soi, écrit-il, typique des groupes culturellement dominés, donc c'est un peu dur, que dénonce d'ailleurs de manière un peu définitive le linguiste Claude Agege en disant « En adoptant la langue de l'ennemi, les élites françaises espèrent en tirer profit sur le plan matériel ou s'assimiler à lui pour en bénéficier symboliquement. Ceux qui s'adonnent à ces petits jeux se donnent, condamne-t-il, se donnent l'illusion d'être modernes alors qu'ils ne sont qu'américanisés. »
Voilà, donc c'était un petit peu dur. Mais de ce point de vue, avez-vous noté une recrudescence d'anglicisme dans la mode avec, par exemple, l'essor des réseaux sociaux? Et cela a-t-il une influence sur le langage des marques et sur le discours de la presse de mode? Alors Mélodie, vous êtes active sur Instagram, notamment, mais en tout cas sur les réseaux sociaux en règle générale. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il y a quelque chose que je voudrais noter aussi. Alors, c'est vrai qu'on peut parler effectivement de la pop culture et notamment américaine et l'impact qu'elle peut avoir sur les sociétés dans le monde. Hein, de manière, c'est pas seulement la France. Mais avec les réseaux sociaux, ce qui est arrivé aussi, c'est la prise de parole des universitaires sur des sujets auxquels habituellement le grand public n'avait pas accès. Et ce qui a été très intéressant de voir, en tout cas quand on parle de mode, c'est qu'avec les réseaux sociaux, notamment comme Twitter, etc., se sont rencontrés sur ces plateformes des universitaires, des activistes et le grand public. Et c'est en fait ce mélange de tous les genres qui a permis aussi à beaucoup de se saisir de vocabulaire qu'ils n'auraient pas utilisé auparavant, qui leur permettait pour certains de décrire, alors quand on parle du grand public, certains, ou des militants, ça leur a permis en fait, d'utiliser un vocabulaire un peu plus précis pour aborder des points qu'auparavant, peut-être auxquels ils n'avaient pas pensé. Et ça a permis à la pensée universitaire aussi de faire un peu une traversée, de sortir de quelque chose d'un peu plus exclusif ou d'un peu plus élitiste et d'aller à la rencontre en fait, de publics qui n'avaient pas l'habitude de lire ou de s'intéresser à ce type d'écrit. Et je pense que si on en revient à la mode, comme la question des fashion studies, comme on le dit beaucoup dans les milieux anglo-saxons, est développée sans doute depuis beaucoup plus longtemps, ou en tout cas qu'il y a des cours qui sont établis dans les grandes universités américaines ou anglaises sur ces questions depuis extrêmement longtemps, ça explique aussi pourquoi on a tendance à utiliser un vocabulaire majoritairement anglo-saxon. C'est parce qu'en France, ce sont des questions avec culture de mode. C'est aussi la raison pour laquelle elles ont décidé en fait, de lancer cette plateforme. C'est parce qu'en France, on a mis du temps finalement à se saisir de la question de la mode et de son impact social et à se dire, mais finalement, ce sont des courants de pensée intéressants sur l'industrie de la mode qui dépassent le simple côté, on va dire, paillettes et strass dont on a l'habitude d'entendre parler en France. Donc je pense que c'est aussi la raison pour laquelle on a tendance pour beaucoup, à faire appel à un vocabulaire anglo-saxon. Et parce que ce sont des gens, encore une fois, les réseaux sociaux, on finit toujours par trouver ce qu'on cherche et à être nourri, parce qu'on a eu l'habitude de chercher. Et donc, on va forcément avoir les mêmes vocables qui se retrouvent tout le temps, constamment. C'est une parfaite transition avec la question suivante. Est-il judicieux ou contre-productif pour les marques de mode de s'exprimer en anglais auprès d'un public français ? Que ce soit dans les vitrines, dans les rayons, par exemple dans les rayons avec les tailles slim, slim fit, skinny, dans les publicités, j'en ai relevé quelques-unes avec par exemple les campagnes Crocodile Inside pour Lacoste, qui s'adressent à un public français dans des magazines français, Morgan, Happy is the New Chic, ou plus récemment Empowering Imagination pour Kering, qui sont parus dans la presse française. Donc Pierre-François, tu diriges une agence Neyerodi qui conseille notamment de nombreuses marques de mode et de style de vie parmi les plus importantes, à la fois françaises et internationales. Et que penses-tu de cette question? Est-ce qu'on peut s'adresser, est-ce qu'on doit s'adresser? Quel est l'intérêt de s'adresser en anglais à un public français? Alors l'intérêt, il est très clair, il est celui de la communication et d'un impact qu'aurait la langue anglaise plus fort, notamment auprès des jeunes générations, que le français. On peut le regretter ou pas. Enfin, c'est le constat en tous les cas qui est fait par les agences de communication. Ce n'est pas un point de vue personnel, je précise. Mais je dois dire que ce débat me dérange un petit peu. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le regret, en fait. Moi, je ne suis pas dans une posture défensive. Ce que je constate avant tout, c'est que quand vous êtes en Chine, à Tokyo ou ailleurs, la mode se dit en français. Les marques les plus puissantes sont des marques françaises qui sont l'évocation d'un style de vie français. Et si nous avons peut-être cette posture un peu défensive en voyant de temps en temps quelques anglicismes débarquer dans notre langage, il est certain qu'au regard
de la puissance de ces marques françaises et de ce qu'elles véhiculent sur notre culture dans l'étranger, c'est de la gnognotte. C'est-à-dire que dans la balance, il est évident que nous sommes extrêmement gagnants. Et que si l'apparition de ces quelques anglicismes peut nous permettre de toucher une clientèle encore plus internationale et d'aller encore plus dans le fond des choses, dans ce partage de ce qu'est ce style de vie français et la manière dont ces marques le véhiculent avec leur histoire, et vous le disiez, madame, Balenciaga en est un exemple absolument merveilleux. Je pense que c'est une arme tactique qui est plutôt bien jouée, en fait, de notre part. Merci Pierre-François. Iman, dans vos publicités, vos posts sur les réseaux sociaux, est-ce que vous utilisez l'anglais auprès d'un public francophone ? Et si oui, pourquoi ? Comme je ne maîtrise pas l'anglais, donc je ne veux pas faire semblant. Je ne parle pas anglais, c'est une discussion que j'ai toujours avec les équipes de ma communication. J'aimerais davantage faire des posts en anglais. Et je pense que aussi l'échange dans les langues, c'est la richesse de l'histoire et du patrimoine de l'humanité aussi. Et on va voir que les mots changent selon ce qu'on veut dire et par rapport à des personnes qui viennent des différents coins du monde. Et la compréhension de certains mots, des phrases aussi. C'est là où on voit qu'il y a eu toute une animation, même dans le vocabulaire de la mode. Et je donnerai encore un exemple. Par exemple, dans les pays africains, on va voir selon les styles. Pour dire une jupe taillée dans du biais, de façon Madeleine Vionnet, style années 50, on va dire plutôt c'est une jupe avion. C'est rigolo, parce que c'est par rapport au mouvement aussi de la pièce. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui signifient des choses différentes, pas forcément comme on dit en France. Ça va plutôt ce qui se dit en France, certains mots, et par rapport à certains pays et des pays africains, que ce soit au Sénégal, Cameroun, Mali, tout ça, ça signifie un peu autre chose. Et je crois que c'est amusant et c'est enrichissant aussi. Merci. Pascal, qu'est-ce que tu en penses ? D'abord, je crois savoir ce que tu en penses. Moi, je pense pas mal de choses. Mais je vais d'abord faire un peu de hors-sujet, brièvement, parce que je vais vous faire part d'un paradoxe logique, mais c'est le formidable propos de Florence Delay. C'est formidable ce que vous avez dit sur Zurbaran et sur Balenciaga, c'est absolument passionnant. Et moi, ça m'a donné une idée qui est beaucoup plus légère et sans intérêt, mais je le dis quand même comme ça rapidement, qui est que c'est une sorte de paradoxe, c'est le paradoxe du jean. Alors, pardonnez-moi cette plaisanterie, et si vous voulez trouver de mauvais goût, ne le montrez pas trop pour préserver ma confiance pour ce que je vais raconter après. Vous connaissez tous le paradoxe du gruyère. Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous, plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. Donc plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère. Ben, je trouve que ça s'applique parfaitement bien au jean, ce que vous avez dit. Plus il y a de jean, plus il y a de trous, plus il y a de trous, moins il y a de jean. Donc plus il y a de jean, moins il y a de jean. Voilà, c'est voilà, bon. C'est fini. Merci de votre bienveillance. Non, c'est un sujet d'abord extrêmement important. D'abord, je trouve que cette brochure est remarquable. Et je pense qu'il y a plusieurs aspects. Enfin, c'est assez philosophique comme question. Comme toujours quand il s'agit du langage. Ce qu'on constate, c'est plusieurs choses. Alors, il y a une espèce de domination dans les différents axes et dans les différentes directions. Et je crois qu'on peut distinguer le vocabulaire économique, le vocabulaire technique, le vocabulaire courant, le vocabulaire culturel, pardon, et le vocabulaire courant dans sa dimension codée et de quête de modernité. Le vocabulaire économique, on voit bien qu'il emprunte largement à l'anglais. C'est très clair. Et il y a des avantages importants et quelques inconvénients. Nous avons participé à une très belle journée
du grand séminaire annuel de l'Institut français de la mode, et quand on voit les slides... Qui s'appelle Fashion Reboot. Reboot. Et qui est sous-titré « Repenser la mode ». Voilà. Et au moins, c'est bien, il y a les deux. C'est sous-titré. Et quand on voit les slides... Pardon. Quand on voit les images... Ouais, mais diapo, ça fait genre à l'ancienne quand même, un peu, non? Quand on voit ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit marketplace, cross-border, bon, etc., tous ces termes-là. Mais d'un côté, je rejoins Pierre-François parce que c'est une question de langage commun. Et l'appropriation n'est pas nécessairement subie, elle permet aussi de se connecter, de se relier au monde. On voit bien les problèmes qu'il y a eu quand il y a eu la volonté de l'Éducation nationale de mettre un terme à l'usage du mot marketing. Ça n'a pas trop marché. Donc il y a les enjeux d'appropriation, mais qui permettent encore une fois d'éviter toute forme aussi de repli sur soi et de se relier à la communauté économique professionnelle, en particulier dans laquelle on se trouve. Moi, j'ai quitté la mode 10 ans. Entre 2006 et 2016, on disait semaine de la mode. Et quand je suis revenu, on disait Fashion Week. Et puis je me suis dit, bon, à un moment, ça me saoule. Je vais redire semaine de la mode. Et j'y arrivais pas. Parce que ça fait partie du vocabulaire commun. Donc, il y a ce phénomène, et qui est lié effectivement à la mondialisation, et donc à la mondialisation du langage, avec un danger par rapport à ça. Un danger qui est que l'usage de l'anglais... Bon, oui, mais il faut savoir de quel anglais on parle. Parce que bien souvent, l'anglais, c'est quand même une sorte de globish avec 400 mots et 40 formules sur PowerPoint. Et ça peut donner lieu, quand on se limite à ça, à une forme de réductionnisme stratégique. Je pense que là, il y a un vrai danger. Donc l'appropriation, l'usage de l'anglais, oui, dans un dialogue commun, il faut le faire, mais il faut aussi voir toute la variété potentielle et percevoir la diversité des langues et des biais potentiels. Ça, c'est une première chose. Ensuite, quand on regarde dans la mode et l'usage du vocabulaire de la mode en anglais, qui est d'ailleurs très bien repris, bon, je pense que ce que dit très bien la brochure, c'est que chaque fois qu'on peut utiliser les mots français, les pousser, les communiquer, tout ça va dans le bon sens. On n'y arrive pas nécessairement, pour la raison qu'on a indiquées. Maintenant, quand on voit l'usage des mots de français dans la langue anglaise, qu'est-ce qu'on constate dans la mode? On constate deux choses, et c'est très intéressant aussi de ce point de vue-là, du point de vue de la place de la mode et de la culture de mode française. C'est qu'il y a d'une part des mots techniques. Et les mots techniques, on retrouve assez systématiquement. Et ça veut dire aussi qu'il y a un respect de la technique et de la reconnaissance du savoir-faire. D'ailleurs, on dit savoir-faire. C'est mieux de dire savoir-faire que de dire savoir-faire. Et on va retrouver tous ces termes qui sont cités ici. Crêpe de Chine, minaudière, le flou, etc., etc. Prêt-à-porter. Prêt-à-porter, peau de soie. J'adore dire ça. Donc il y a le vocabulaire technique qui est reconnu. Robe de chambre, ce chic. Et puis, les mots, quand on sort du vocabulaire technique, les mots français en anglais expriment toujours une forme de raffinement. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il y a une dimension aristocratique dans le meilleur sens du terme. Je prends quelques exemples. Un je ne sais quoi. Un je ne sais quoi. On aime beaucoup cette expression, je ne sais quoi. Lingerie. Alors, je ne sais quoi. Un jour, j'ai demandé à un collègue américain comment il se faisait. Je disais, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans votre langue, dans l'expression, dans ce que vous dites, qui fait que les choses sont quand même parfois, je m'exprime avec des mots feutrés, un peu caricaturales. Et il me disait, en anglais, il me disait, you know, in English, we don't have the word nuance. Vous voyez? Donc on retrouve, donc nuance, je ne sais quoi, il y a quand même une certaine similitude. Et surtout, Pascal, quand nos amis internationaux utilisent ces mots français, on voit leurs étoiles dans les yeux. Mais exactement. Ce qui n'est pas toujours le cas quand nous utilisons des mots anglais.
Ah bon, on aime bien dire the crème de la crème. Oui. Hein? Mais Moi, pas it is avec les mêmes flamboyant. étoiles dans les yeux. Comment? Pas avec les mêmes étoiles dans les yeux. Bon, on essaye de faire pareil. Oui, parce qu'on est bien élevé. Mais... mais en tout cas, il y a cette idée. Et il y a un mot, peut-être une dernière chose, il y a un mot qui est très révélateur en anglais, qui est le mot couture. En français, couture, haute couture, prêt-à-porter, tout le monde s'y perd un peu parfois. Mais enfin, en tout cas, ça veut dire des choses, mais bon, c'est pas... Il y a des ambiguïtés, il peut y avoir des ambiguïtés conceptuelles. En anglais, couture, it is couture. Ça exprime toujours une forme de raffinement. Donc quand on a quelqu'un en face de soi qui dit it is couture, on trouve ça plutôt bien, un peu conforté. Et puis un ultime point, c'est la question de ces mots, dire fashion ou autre. Et ça, c'est une espèce de quête de modernité codée, avec des mots qui parfois peuvent disparaître. Et là, ce que je trouve, il y a quand même une chose intéressante par rapport à ça, qui est, moi je suis très adepte de Chomsky, donc c'est ces enjeux de créativité, et qui ensuite qui peuvent donner lieu à des créativités, à une créativité superficielle, et puis qui ensuite passent, parce que c'est le mode qui passe. Quand on dit par exemple fashion, le mot fashion, il n'a rien à voir avec bien souvent avec ce qu'il en est en anglais. On va dire d'un tel, on entend, nous on ne dit pas, hein, on entend. Un tel est très fashion. Alors, nous, tu as vu, il est très fashion. Alors, c'est sûr pas fashion, c'est fashion. Vous voyez? Et ça veut dire quelque chose d'assez spécifique, mais on voit bien que c'est codé. Et la question par rapport à ça, c'est de voir si c'est une surface, une vaguelette, ou si c'est plus profond. Bien souvent, mais je pense que ça, c'est en anthropologie qu'on peut s'attacher à détecter ça. Et en histoire, il s'agit souvent de vaguelettes. Donc, tout ça pour terminer. Je trouve que c'est très important d'avoir ces échanges, et pas seulement parce que c'est Paul qui les organise et que c'est formidable tout ce que fait Paul, et que ça nous permet de nous retrouver. C'est des enjeux extrêmement importants, et qu'on peut voir, comme l'a dit Pierre-François, comme vous l'avez tous dit, avec recul, avec distance, en étant genre à la fois lucide en l'occurrence, sur les enjeux et les facteurs positifs et risqués de tout ce qui peut être lié à ces formes d'hybridation. Et c'est le mot juste, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est que la mode, on le sait tous, c'est la créativité. Et quand elle s'exprime par les mots, on a entendu tout à l'heure les mots disparus dont parlait Madame. Ces mots, ces réalités qu'on a du mal à décrire aujourd'hui parce qu'on a oublié ces mots. Et puis en même temps, il y a cet exercice de créativité absolument incroyable dans ce petit livret, qui est la création de nouveaux mots. Et donc cet ancrage en fait dans l'histoire de la mode, dans ce mouvement de créativité permanent, finalement, moi, me rend à la fois un peu nostalgique, parce que des mots qui disparaissent, parce que c'est une bonne nouvelle, j'en suis pas sûr, mais se dire qu'il y a d'autres mots qui apparaissent, qu'il y a de nouveaux usages, de nouvelles réalités qui s'expriment par un nouveau vocabulaire, dans notre secteur, je trouve que c'est extrêmement réjouissant. Alors, Pascal, tu as un peu anticipé la question de la diplomatie d'influence, du soft power, pour utiliser un anglicisme. Est-ce que c'est pas aussi une question de géopolitique? Est-ce que la langue française ne contribue pas à soutenir la mode française dans le monde? Je vais être d'autant plus bref que j'ai anticipé, mais tu as absolument raison. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment veiller à cela, et veiller à l'utilisation de ces mots dans tous les contacts qu'on a avec la communauté internationale. Et parce que c'est une expression culturelle, et que sinon, il y a une autre forme de réductionnisme. Quand il y a eu toute cette histoire de Sino by No, qui est traduit là, mais qui est utilisé, c'est pas neutre. Ça avait des implications fortes du point de vue du rapport à la créativité. Donc je pense que ce que tu dis, c'est très important. Il y a un enjeu de pouvoir d'influence de la langue. Et il y a presque des objectifs qu'on peut s'assigner par rapport à tout ça. Parce que c'est le respect de la créativité, du savoir-faire. Dans la modernité. Pierre-François, toi, tu as une clientèle très internationale. Je ne peux qu'abonder. Je ne peux qu'abonder. Enfin, même s'il est... on assiste à un mouvement qui est très étrange. C'est-à-dire que depuis une quinzaine d'années, à la fois les marques françaises,
la semaine de la mode parisienne n'ont jamais été aussi puissantes dans le monde entier. Et on en a les preuves tous les jours, l'ouverture de magasins, le développement du chiffre d'affaires, l'extension de leur territoire esthétique, de leur territoire d'expression, qui aujourd'hui embrasse tous les aspects de la consommation, depuis la chambre d'hôtel signée d'un grand nom jusqu'au sac à main, évidemment. Et en même temps, dans beaucoup de pays, on voit surgir des mouvements locaux qui font porter justement des savoir-faire locaux, qui voient renaître des savoir-faire locaux. Et ça vaut à la fois au Japon, dans certains pays d'Afrique, en Corée, en Chine, mais ça vaut aussi chez nous. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'intérêt pour les savoir-faire. La maison Chanel le fait merveilleusement dans notre secteur, évidemment. Et cet intérêt nouveau pour certains aspects de notre mode rencontre lui aussi un écho très international et suscite le désir de la part d'acteurs extrêmement importants et partout dans le monde. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant, je trouve. C'est comment on arrive à associer et à nourrir un débat sur le secteur, sur la mode en général, à la fois grâce à la résurgence de ces cultures très locales qui s'expriment merveilleusement aujourd'hui, et en même temps grâce au rayonnement de marques qui sont totalement internationales et qui se nourrissent elles-mêmes par des spécificités qui sont très françaises. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on a gagné au cours de ces 10 dernières années. C'est qu'au-delà de simplement quelque chose de très immatériel, ce je ne sais quoi parisien qui fait que depuis toujours, la mode a eu envie de s'exprimer à Paris et un peu plus ailleurs, là, ça s'appuie sur des choses qu'on avait oubliées, sur cette dimension technique que soulignait Madame du vêtement tout à l'heure, sur la puissance des ateliers parisiens, sur la diversité de ces ateliers qui participent au renouveau du désir pour la mode en français aujourd'hui. Merci. Alors, Iman, la stratégie d'influence de la France en Afrique, on sait ce qu'il en est en ce moment pour des raisons tout à fait différentes, mais au point de vue de la mode et de l'usage du français. L'influence de la mode française, je pense que c'est planétaire. Je veux parler plutôt des pays africains que je maîtrise aussi un peu, tout petit peu. L'élégance à la française, c'est très important, comme on dit. Il faut absolument parler français. Même si on ne maîtrise pas, il faut ne moins que dire bonjour, bonsoir. C'est important parce qu'on parle français, c'est chic, c'est beau, c'est distingué. Et tout ça, ça fait partie de la richesse du monde. Et la France, dans les pays africains, il y a dans beaucoup de villes africaines ou des pays africains, on va voir les gens qui n'ont même pas voyagé, mais maîtrisent Paris ou même la langue française en étant sur place, ils n'ont jamais voyagé. Ne serait-ce que par des gens qui voyagent, qui viennent les conter des belles histoires de Paris, les rues, les maisons de couture, le cinéma, le théâtre, certaines expressions de la langue française. Par exemple, on va dire, au lieu de dire quelqu'un est très chic, on va dire qu'est-ce qu'il est classe. Ça se dit beaucoup en Afrique. Une robe très classe, ça veut dire une très belle robe. Et elle est très habillée. Elle est vraiment très classe. Et il y a beaucoup de choses comme ça, des expressions qui changent aussi. Et là, je trouve que vraiment, la langue française est une très belle langue et qui voyage et qui prend beaucoup de formes différentes d'un pays à l'autre. Ça dépend quel pays et qui le parle. On s'approprie aussi de certains mots qu'on va se sentir à l'aise avec et puis on va employer, dire les choses comme on peut dans sa façon. Je parle avec mes mots. Et dans ma manière de parler, on aime, on n'aime pas, je parle comme ça, même si j'ai fait des fautes en français. C'est moi qui parle. Je veux essayer de parler français. Et parfois, c'est beau, parce que les gens, on ne peut pas les changer. Ils vont parler comme ils peuvent. Utiliser certains mots comme ils peuvent aussi.
Donc c'est la langue française qui gagne, je pense, et la mode française. Merci. Alors, moi, je voudrais juste rebondir. En fait, dans tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, je pense qu'il y a un facteur dont on n'a pas parlé. Et finalement, c'est le facteur du cool. Alors, j'ai pas d'autres termes que le terme cool en français. Détendu. Bah, ça marche. C'est pas vraiment le sens. C'est pas tout à fait ça. Non, parce que justement, dans cette idée de cool, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que pour nous, les Français, cette appétence d'utiliser des termes anglais, c'est aussi pour dire notre ouverture sur le monde. C'est aussi pour dire que voilà, même si on est la capitale de la mode à Paris, cette capitale, elle existe aussi pour ses connexions avec l'international. Mais surtout si on va parler par exemple du point de vue du consommateur, si on est une cliente, je sais pas moi, de grandes maisons de luxe au Moyen-Orient, connaître les termes de savoir-faire français, prononcer le nom des maisons de couture de la bonne manière, c'est aussi finalement acquérir un certain statut social et montrer que c'est pas simplement qu'on a les moyens d'acheter, mais c'est qu'en plus on comprend ce qu'on achète et on comprend la valeur de ce qu'on achète. Donc je pense que c'est important aussi d'insister sur ça, que la maîtrise d'une langue, surtout quand on parle de mode, c'est aussi montrer qu'on maîtrise tous les codes qui sont associés avec le vêtement qui est acheté. Et je pense que c'est très important, notamment pour toutes les clientèles de luxe en Asie, même aux États-Unis. Enfin, moi, j'ai eu des conversations hilarantes avec des amis qui me demandaient si on disait Givenchy ou Givenchy. Donc, voilà, il y a tout ce truc. Comment est-ce qu'on prononce Gucci? Comment est-ce qu'on prononce Chanel? C'est des choses qui sont très, très importantes pour les clients du luxe et qui montrent justement le statut qu'ils occupent dans l'industrie. Séveria, tu veux intervenir? Oui. Moi, je voulais revenir sur la citation du rédacteur en chef de l'Express, qui, je pense, est un peu affolé parce que, déjà, en France, on n'est quand même pas de très, très bons anglophones. Et moi, à l'époque où je travaillais chez Hermès, le directeur de la communication était venu passer quelques mois avec nous dans les bureaux. Et donc, il était le directeur de la communication Chine, pardon. Et donc, il était chinois. Et il m'a dit, bon, je n'ai pas d'autre choix que d'apprendre le français si je veux continuer à aller au Self le midi. Et donc, déjà, on ne s'affole pas. Et aussi, à un moment dans la citation, bon, il dit que l'anglais est la preuve le symbole de la modernité. Je ne crois pas du tout. Je crois que l'anglais, à un moment, a été décidé comme langue internationale. C'est sans doute mieux que l'espéranto qui a été tenté. Après... C'est juste qu'avoir une autre langue, des connaissances dans une autre langue, nous permet aussi de mieux prendre connaissance de la nôtre. Et par exemple, le fameux « je ne sais quoi » qu'on citait depuis tout à l'heure comme une forme d'expression, je pense que si on n'avait pas un regard d'une personne appartenant à une autre communauté linguistique sur je ne sais quoi, pour nous, ça resterait juste un assemblage sujet, verbe, complément avec du sens. Ça ne serait pas devenu l'expression que ça évoque aujourd'hui. Et on a besoin, les langues interagissent toutes les unes avec les autres. Et actuellement, oui, on est dans une époque où l'anglais est devenu la langue internationale. Et donc sur les réseaux sociaux, bien sûr que c'est utile, mais c'est presque un marqueur. Moi, par exemple, les influenceurs, c'est un métier qui est né avec les réseaux sociaux. On voit si la carrière d'un influenceur français, imaginons, évolue, à partir du moment où il switch en anglais. S'il commence à faire ses posts en anglais, on se doute que sa carrière est en train de s'internationaliser par rapport à sa langue d'origine qu'il employait jusque-là. C'est juste un outil de communication, comme la langue peut l'être de temps en temps à un niveau méta, c'est-à-dire moyen de se comprendre et de se penser en tant que société. Mais c'est l'anglais, ça aurait pu être une autre, mais l'histoire fait que non. Mais c'est qu'un outil, c'est pas une menace. Merci. Alors une question que je n'avais pas eu le temps de poser la dernière fois, lors de la dernière conférence, mais que j'avais vraiment envie de vous poser, pour ceux qui sont capables d'y répondre, attention. En tout cas, j'ai été capable de la formuler, ce qui m'a demandé déjà un travail conséquent, et qui porte sur l'influence de l'anglais sur la structure de la langue française. On observe en effet dans le vocabulaire de la mode, mais pas seulement, que les emprunts à l'anglais ne conservent pas toujours la fonction grammaticale française. Oui. Par exemple, alors il y a un excellent article de Barbara Sinarska, qui est professeure à l'université de Cracovie, mais qui s'est intéressée à la question sur le sujet. Donc, par exemple, on peut observer des emplois où un nom anglais est traité comme adjectif ou vice-versa.
On retrouve aussi des verbes empruntés en qualité de nom ou adjectif, des adjectifs anglais qui servent d'adverbe en français, etc. Dans les noms composés, dont l'un des composants est déjà lexicalisé en français, l'emprunt conserve la structure typiquement anglaise où le modificateur est préposé. On doit souligner que les noms empruntés forment le pluriel. La terminaison S typique de l'anglais existe évidemment aussi en français, donc la formation du pluriel, quant à elle, ne pose pas de problème. Tandis que les adjectifs empruntés restent invariables, comme le sont les adjectifs anglais. On observe donc un développement qui va au-delà du niveau lexical et donne des résultats au niveau morphologique. Donc, Séverien, c'est une question pour toi. Technique. Oui, tout à fait. La structure grammaticale ne change pas, c'est-à-dire que le mot emprunté ne modifie absolument pas la langue dans laquelle on écrit, au contraire. Et c'est bien pour ça que même les termes anglais sont francisés. Ce qui compte le plus, c'est pas tellement le mot qu'on emploie, c'est la structure avec laquelle on le fait. Et ça, on peut le voir même avec de la poésie contemporaine. Le mot a moins d'importance que l'ensemble de la phrase. Ça se voit dans tout, ça se voit dans les méthodes qu'on donne de temps en temps en cours pour lire plus vite, en prenant que tel mot de telle ligne. Enfin, donc oui, la structure n'est pas changée. C'est bien pour ça que les termes anglais sont francisés dans les énoncés en français. Je pense que c'est le cas aussi dans beaucoup d'autres langues. Après... voilà. Donc tu es plutôt rassurante alors. Oui. Oui. Alors, Paul... Seulement peut-être un point, une réflexion sans réponse. Et une question que je poserais. Il y a quand même la question du lieu d'où l'on parle et à qui l'on s'adresse. Je pense que ça, c'est quand même très très important parce qu'il y a des registres de langue et il y a aussi des publics qui sont concernés par ces registres-là. Et je pense quand même qu'il y a une responsabilité collective quant à l'emploi de la langue française lorsqu'on s'adresse au plus grand nombre. Cette responsabilité collective, elle peut être fourvoyée, elle peut être en difficulté lorsque les communicants se mettent à employer du franglais, à modifier les orthographes ou les morphologies des mots. Et là, je pense qu'on a un problème, parce qu'on a quand même cette responsabilité, notamment pour la jeunesse. On sait que la langue française est une langue difficile à maîtriser, peut-être plus difficile que d'autres langues. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de difficultés, notamment pour les nouvelles générations, à maîtriser les règles de syntaxe, les règles d'orthographe. Faut-il les simplifier, ne pas les simplifier? C'est un autre débat. Hein. Mais je pense que sur les outils de communication qui sont employés, et notamment dans ce qu'on appelle le franglais, eh ben on peut rencontrer des difficultés. C'est là où moi je veux seulement pointer cette question de la responsabilité que nous avons, et notamment vis-à-vis des nouvelles générations. Quand vous prenez par exemple la banque postale, je sors du monde, du champ de la mode, qui emploie comme campagne de communication ma French Bank, B-A-N-K. Qu'est-ce que ça signifie pour les jeunes? Ça signifie qu'un grand nombre de gens vont penser que banque, ça s'écrit B-A-N-K. Eh ben, c'est un énorme problème. C'est juste ce point-là que je veux souligner. Ça signifie surtout qu'ils ont raté leur campagne et qu'elle est nulle. Oui, mais je vais te dire, moi j'ai écrit au patron de la Banque Postale qui vous dit, mais c'est vous les ringards, nous on s'adresse. Donc il y a quand même un problème chez les communicants, chez certains communicants. Il faut être nuancé, et à ce niveau-là, sur les questions de responsabilité de langue, et puis j'ai une autre piste. Moi, j'ai été très, très touché par ce que vous avez dit, monsieur, créateur. Iman, merci, pardon. De ce que vous avez dit, Iman, notamment sur les savoir-faire locaux. Et moi, je lance ce pari, ce défi. Est-ce que l'ouverture au monde, bien sûr, c'est l'ouverture aux langues, à la diversité des langues, à l'anglais comme à d'autres langues. Et là, il y aurait un travail de prospection intéressant à faire pour faire remonter les langues des savoirs locaux. De valoriser ces vocabulaires, de les faire remonter, notamment dans les secteurs professionnels. Moi, j'ai trouvé très très beau des termes, des expressions, soit de français du pays dont vous êtes originaire, soit de termes de langue vernaculaire. Ben moi, je trouve que ça mérite d'être valorisé, et ça signifie que la langue française est capable de s'ouvrir aux autres langues. Sur la question de la dénaturation grammaticale, qui peut être un vrai sujet, mais tout dépend de la manière dont ça se passe et dont c'est vécu.
Mais c'est vrai que ça peut venir en même temps avec ces phénomènes de transposition. C'est pas seulement les mots, mais dans tout le temps. Hein. Genre, on entend la fille que je suis sorti avec, ce genre de choses. C'est assez commun d'entendre ce genre de choses. Voilà. On lui demanderait tout à l'heure ce qu'elle en pense. Bon, mais ça montre l'importance de la langue, de la formulation. Il y a le vocabulaire, les mots, le langage et la langue elle-même. Et dans la politique d'influence, la question de la langue, c'est là qu'il y a le lien avec la littérature, donc, etc. Et donc le respect des mots, il y a le respect de la langue. Dire le mot langue a été utilisé plusieurs fois. Après, sur la question des slogans, je pense que là aussi tout dépend de la manière dont c'est vécu. Mais si c'est vécu au deuxième degré par les uns et conçu au deuxième degré par les uns et perçu au premier degré par les autres, il y a un petit sujet. Moi, je pense à la French Touch, à la French Fab, à la French Tech. Mais quand la BPI a fait ça, c'était aussi pour connecter au monde. C'était vraiment l'idée de faire en sorte que la culture française, y compris la culture technologique, la culture créative, soit le plus possible intégrée au monde. Bon, après, il y a des campagnes ratées. Vous savez, mais ça fait longtemps. Il y avait un dessin animé dans l'après-guerre qui caricature, pas un dessin animé, un dessin humoristique dans l'après-guerre qui caricaturait ce type d'emprunt. Alors je ne peux pas dire que je l'ai vécu, hein, ce serait un peu exagéré, mais c'était un dessin d'un grand dessinateur qui s'appelait Dubout, et on voyait un type qui avait un bar et qui voulait que son bar fasse moderne. Donc il avait intitulé, donc le bar s'appelait Bistrots Bar, etc. Et il y a un peu de ça parfois aujourd'hui. Donc c'est un peu bon. Voilà, mais il faut garder de la distance, et c'est sûr qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que dès qu'on... Genre la langue française est la langue de la nuance. Mais dès qu'on va dès qu'on est dans l'emprunt naturel et dans le langage commun, ça fonctionne. Mais si on va un peu dans la caricature, il y a un petit souci, quoi. Madame Delay, sur cette question de l'influence de la langue française, quel est le point de vue de l'Académie, ou est-ce que vous souhaitez nous donner votre point de vue ? Non, j'avais envie de demander si le mot nuance existe ou pas en anglais. Mes amis anglais ou américains me disent que non. Ça, c'est donc vraiment intéressant. on peut vérifier. On va peut-être trouver... comment ? Shades. Shades, oui. Enfin, en tout cas, le mot nuance peut s'utiliser en tant que tel en anglais. Non, moi, j'ai rien à dire. Alors, moi, je pense que une réflexion suite à ce que vient de dire Pascal, mais je pense que le vrai combat, c'est celui vraiment des styles de vie. C'est-à-dire que ce style de vie nuancé, ce style de vie qui porte attention à la création, à la créativité, il est typiquement français quand même. Et c'est vrai que l'uniformisation des styles de vie, la vie Apple, entre guillemets, mais la mode Apple ou Uniqlo ou je ne sais quoi, et finalement, elle n'engage pas à créer des mots nouveaux simplement parce qu'il n'y a pas de création nouvelle tout court. Il y a l'optimisation, et c'est un chemin respectable sans doute, mais de quelque chose qui existe déjà. Mais un Apple, c'est 5-6 couleurs et pas beaucoup plus. Et donc je pense que notre combat à tous pour pouvoir créer des mots nouveaux, pour pouvoir continuer à la fois enrichir mais complexifier aussi notre langue, c'est de porter ce combat pour la créativité dans la mode en particulier, qui s'est beaucoup uniformisée aussi ces dernières années sur des catégories produits, sur un polo sur lequel on a mis des logos différents, mais un polo finalement assez identique partout dans le monde. Et donc je pense que la voie de la création telle que nous la portons à Paris dans notre secteur, elle est absolument vitale, bien sûr pour
pour la vision de la vie que nous portons ici à Paris, mais aussi pour le développement de la langue, de notre langue, dans toutes ses aspérités. Je vais dire juste un mot, si tu permets, même deux. D'abord, j'ai le souvenir, ce que dit Pierre-François me fait penser à deux choses. J'ai le souvenir d'une discussion avec Pierre Berger, où Pierre Berger me disait « Nous vivons un temps où les milliardaires s'habillent comme des joueurs de baseball ». Mais par ailleurs, cette question de la créativité et de la qualité, elle a de multiples implications, et du respect de la créativité. Et là, la question de la langue vient se greffer à une forme d'envahissement du fonctionnalisme et du fait qu'on est dans un monde où tout doit se compter. C'est le nouveau cogito. Genre, je compte donc je suis, ou je suis compté donc je suis. Et c'est vrai que là, il y a et la réalité économique nous... Et qu'on retrouve d'ailleurs, je ne vais pas dire les datas, mais dans les données et dans l'information. Ah mais complètement. Nous, on l'a quantifié chez Nelly Rodi, hein, cette mode dite fonctionnaliste, ce degré zéro de la mode, de l'habillement, c'est un peu plus de 30% de la population française qui se reconnaît avant tout dans ce style-là. Mais c'est beaucoup plus aux États-Unis, c'est beaucoup plus en Scandinavie. Donc je crois en tous les cas que ce combat pour la créativité, on doit continuer à le mener et il s'exprime aujourd'hui mieux qu'ailleurs ici. J'ai juste un mot à dire qui ne relève pas du tout de votre débat, parce que vous parlez création, créativité, et la copie. Vous n'aimez pas la copie ? Copier. Je me souviens d'une exposition au Louvre qui s'appelait « Copier-créer ». Eh bien, tous les grands créateurs en peinture sont allés d'abord copier les tableaux des maîtres. J'ai enseigné des années, je disais à mes étudiants « Copiez ». Vous serez originaux selon celui que vous copiez. Et ça marchait. Il ne faut pas, avec le mot créativité, toujours créer, mais on peut copier aussi. Vous avez... Je pense que, si je peux me permettre, c'est assez juste ce que vous dites, madame, parce qu'il faut toujours s'inspirer de quelque chose dans la création. Le monde de la création, il faut regarder ce qui se passe autour de nous. Et ça peut nous évoquer pas mal d'idées et nous donner de l'inspiration. Alors, je voudrais terminer cet échange. On a deux modèles dans notre métier. Il y a le modèle de l'inspiration et le modèle de l'artiste. C'est-à-dire que quand je me mets du point de vue des stylistes ou des créateurs, et un créateur prend le crayon et a un geste d'artiste qui se rapproche de celui d'un peintre, d'un auteur. Voilà. Un styliste va souvent partir de l'existant. On a des stylistes incroyables aux États-Unis, notamment, qui vont chiner au puce quelque chose, partent d'une création existante, mais vont la tordre, la couper, la découper, la teindre, pour en faire quelque chose de jamais vu. Et ces deux écoles, quand même, c'est ce qui correspond à deux manières de travailler complètement différentes, parce que dans la première, on a certes le dessin initial, mais derrière, il y a le patronage, il y a tout le développement du savoir-faire des ateliers, et puis de l'autre, il y a des prototypes qui sont déjà quasiment faits et que l'on donne pour reproduction à des usines. Voilà. Il suffit de regarder les reportages de Loïc Prigent pour bien voir que la manière dont fonctionne Karl Lagerfeld n'est pas la même que celle dont fonctionne Marc Jacobs. Et pourtant, c'est très beau dans les deux cas. Et pourtant, ça fait avancer le monde. Et pourtant, il se passe évidemment des choses merveilleuses dans les deux cas. Mais ce sont des manières de faire différentes. Et peut-être qu'il y a des cultures aussi différentes qui sont à l'œuvre dans ces deux cas. Moi, je voudrais juste dire, d'abord par une boutade, une chose plus sérieuse, sur le rapport entre la création et la copie. On peut dire aussi, ça dépend aussi de combien de choses on copie à la fois.
Mais d'ailleurs, il y a des choses en psychologie cognitive sur ça. À partir de 7, là, c'est vraiment... c'est le plus compliqué. Puis le lieu où on le copie aussi, quand même. Si c'est Aubervilliers ou l'avenue Montaigne, c'est pas toujours pareil. Oui, en termes de chic attitude. Mais moi, je trouve que c'est l'idée, ce que vous dites, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, Paul, je pense que ce serait bien qu'on se retrouve avec Florence Delay en début d'année prochaine. Nous, on est tous, je pense que vous êtes partants aussi, pour qu'on puisse parler de ces sujets, parce que c'est très intéressant également, et c'est stimulant du point de vue des questions aussi du rapport à la culture et au vocabulaire. Et d'ailleurs, il n'y a qu'en France, d'ailleurs c'est Didier Grimbach et André Poutman qui avaient créé ça, qui a utilisé le terme de créateur de mode. Créateur de mode. Donc on utilise moins maintenant. Maintenant on dit plus maison. Enfin, on dit ça pour tout, maison, ça aussi pour des boulangeries et tout type d'activité, charcuterie, etc. Donc maison. Mais c'est un vrai sujet. Ce sera important de le creuser, parce que même en Italie, qui est très respectueuse de la culture française, tout en étant un grand pays de mode, on n'utilise pas ce terme. Et alors en anglais, sur des creators, alors c'est carrément God, donc ça fonctionne pas. Mais c'est pas du tout neutre du point de vue de la représentation française et de l'aspiration à la créativité, c'est à faire des choses nouvelles, donc inspirées toujours d'autres choses, mais qui apportent une forme de nouveauté. Le concept de nouveauté pouvant être abordé dans le cadre du séminaire prochainement organisé par Paul en début d'année. Alors pour terminer ces échanges, évidemment... François Barry, par définition, parce que là, bien sûr. Pour terminer ces échanges, évidemment, trop courts, je voudrais simplement vous poser une dernière question sur l'enseignement à la jeunesse, puisqu'on a la chance d'avoir l'ancien directeur de l'Institut français de la mode, un administrateur de l'Institut français de la mode et diplômé de l'Institut français de la mode, et 2 enseignantes de l'Institut français de la mode. Donc, est-ce que vous pensez que la jeunesse est sensible à la langue française et la nécessité de la défendre? Elle n'y est pas sensible du tout? Elle la méprise? Elle la valorise? En fait, moi, c'est très compliqué parce que j'enseigne dans une université américaine, puisque j'enseigne à la Parsons de Paris. Donc moi, j'ai plutôt le travail inverse à faire. Donc leur faire découvrir parfois des termes en français. Mais ma véritable difficulté, en réalité, c'est juste de les faire lire même. Donc moi, j'ai véritablement le vrai problème, c'est-à-dire la source du problème en lui-même, c'est que je suis face à des étudiantes et étudiants qui sont renseignés sur la mode, mais ils le sont à travers les réseaux sociaux, qui leur prémâchent quand même un petit peu le travail, puisque maintenant on peut juste traduire très rapidement, même si c'est pas toujours d'une manière... excellente. Par exemple, à partir d'Instagram, on peut traduire une légende et avoir une idée plus ou moins de ce qu'on peut lire. Mais moi, je fais toujours un petit sondage en début de semestre pour savoir un peu les habitudes de lecture de la presse, de mode ou généraliste. Et je pense que ça pourrait faire peur à beaucoup de directeurs de rédaction, parce qu'on a face à nous des générations qui ne s'intéressent pas forcément à ce qui est dit sur la mode. Pascal. Oui, d'abord, il faut voir aussi donc, en France, et aussi métropolitaine ou pas, et puis dans les autres pays, sur la question d'attirance en langue française. Ce qui est certain, j'ai pas de choses à dire sur ça, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui est attirant pour les jeunes aussi, c'est d'essayer d'apprendre plus ou moins le coréen, parce que K-pop, et voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut, en tout cas, il y a la question du respect de la langue, il y a la question d'une part, et puis d'autre part, tout ce qui peut forger l'attractivité, l'envie, le désir. Il faut qu'il y ait un désir de langue française, et ce qui renvoie aussi au lycée français, etc. Donc après, je vais partir dans des généralités. Mais je pense qu'effectivement, c'est un sujet extrêmement important. Et puis, et puis ensuite, il y a les questions d'écriture. Ben là, on part sur des autres problématiques, l'écriture inclusive et autres, qui sont un autre débat, un autre séminaire.
François-Marie et Paul. On va pas arrêter de se voir, c'est bien. Alors le mot de la fin pour Saveria, parce qu'on a un peu dépassé l'horaire. Mais je pense qu'il y a aussi, pour en revenir à la question d'influence, il faudrait qu'à partir de la langue, on reprenne conscience du pouvoir que ça a. Et moi, c'est pour ça que ma thèse, alors qu'il y aura sans doute des centaines de pages qui n'auront aucun lien, mais qui s'appelle « Le langage de la mode », j'ai choisi ce titre parce que je trouve qu'il y a deux fonctions qui sont hyper similaires entre la mode et le langage. C'est la possibilité d'influencer et de modifier. C'est-à-dire que vous le voyez bien, tout ce que vous pouvez devenir mimétique face à quelqu'un qui aura eu une expression ou un terme que plus ou moins consciemment, vous allez très rapidement emprunter et vous approprier. Et du coup, j'ai donné beaucoup de cours et pareil, j'ai beaucoup de problèmes pour faire lire. Je sais que je donne des bibliographies en début d'année qui ne sont pas lues. Donc du coup, je fais lire des articles scientifiques en cours. Donc je donne pas cours, donc je m'en veux. Mais voilà. Et en fait, je vois bien que la fonction traduction sur Instagram, c'est bien parce qu'on s'inquiétait tout à l'heure qu'il y ait trop trop d'emprunt à l'anglais dans la mode en France. Mais ça veut dire que tout le monde va devenir encore plus flemmard. Et donc, en plus d'avoir la flemme de lire, maintenant, on peut avoir la flemme de parler une autre langue que sa langue. Donc, si on s'inquiète pour l'anglais, c'est tant mieux parce que maintenant, on peut lire un post en coréen même, sans avoir à apprendre le coréen. Donc, pourquoi pas? Mais je pense juste qu'il faut vraiment considérer le langage comme un outil de pouvoir, un peu comme les vêtements. Voilà. Pierre-François. Alors, il se trouve que nous avons un agent en Corée qui est formidable. Et elle a appris le français parce qu'elle aimait la mode. Et de la même manière, effectivement, qu'on a aujourd'hui Moi, j'ai un fils de 12 ans. Il a appris l'anglais en regardant des youtubeurs spécialisés dans des jeux vidéo parce qu'il adore les jeux vidéo. Et en 6 mois, il est devenu véritablement bilingue. Donc je pense que quand on arrive à susciter le désir sur un secteur d'activité, je pense qu'on a pas mal d'atouts dans notre secteur pour pouvoir susciter le désir auprès de pas mal de monde, on arrivera toujours à créer des moteurs extrêmement forts pour susciter la curiosité et faire en sorte que notre langue française puisse faire rayonner encore plus notre secteur d'activité. Eh bien, merci Pierre-François. Donc sur cette conclusion, nous allons clore cette conférence. Je tiens à remercier à nouveau la délégation générale à la langue française et aux langues de France, les fédérations du prêt-à-porter féminin d'une part et de la haute couture par ailleurs, le défi et l'association culture de mode. Nos débats, comme pour la première conférence, ont été enregistrés et vous pourrez bientôt donc les réécouter sur les sites de culture de mode, des fédérations et du ministère. Non, vas-y, termine. Oui. On veut être sûr de parler, c'est pour ça qu'on t'a coupé là. Mais vas-y. Continue. Et en attendant, donc un cocktail vous est offert en haut des escaliers dans le hall. Non, nous voulons te remercier très chaleureusement. Remercier parce que c'est toute une organisation et ça correspond en toi et chez toi une conviction très profonde. Remercier très chaleureusement Paul et remercier vraiment Madame l'académicienne. Merci Madame Delay. Je crois que nous avons tous passé un moment magique. Grâce à vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce moment m'a fait beaucoup de bien à titre personnel et je pense qu'il a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens ici. Ouais, merci beaucoup.